Tu peux recommencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Je suis vraiment très inspiré par les communications d'aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je dois avouer qu'il y avait beaucoup de cœur, d'énergie, de passion, de joie. Je n'irai pas jusqu'à l'érotisme à l'université. C'est le genre de mots qu'on évite de prononcer. Avec les étudiants, les étudiantes. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de joie. Et ça m'apparaissait extrêmement très intéressant. J'ai bien noté personnellement que la meilleure façon de résister à cette industrie du malheur, donc on peut voir sous plein d'aspects, la drogue, la guerre, la prostitution, l'esclavage, etc. Sous toutes ces formes, finalement c'est d'être heureux. Et ça m'a beaucoup touché. Je l'emporte avec moi au Japon. Et ce que je vais partager avec vous ici, ce sont quelques idées qui viennent du Japon, mais qui finalement font le tour du monde. Parce qu'en fait, j'habite au Japon depuis 7 ans, à Kyoto depuis 7 ans. J'étais y allé d'ailleurs avec Denis Rinpoche quelques années auparavant. Et en fait, en vivant au Japon, j'ai commencé à re-regarder notre propre histoire occidentale et notre propre pays. Donc c'est un peu un changement de perspective que le fait de vivre en Asie m'a apporté. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les Japonais particulièrement regardent beaucoup l'Europe. En fait. Donc il y a un intérêt pour la pensée occidentale, même quand je rencontre des étudiants qui me citent Merleau-Ponty, Sartre, des fois je suis un peu embêté parce que moi je suis au contraire complètement concentré sur la pensée asiatique. Mais je trouve ça extrêmement intéressant cet échange, ce carrefour en fait des civilisations. Et c'est un peu ces idées que je vais présenter aujourd'hui en approfondissant finalement à travers la notion de sagesse. Donc j'ai intitulé cette petite communication. Donc la question c'était combien j'ai de temps, parce que je voudrais qu'on ait un temps suffisamment long d'échange. 1h15. Donc on a 17h15. 1h45. 1h15. Ok, donc on va essayer de garder une bonne demi-heure pour un vrai échange. Et puis durant l'échange, je pourrai approfondir des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres. Donc juste pour vous présenter un peu d'où je viens, ce que je fais. Alors, il y a des choses un petit peu en anglais, parce que c'est des choses que j'ai accumulées lors de mes travaux au Japon et dans mes communications au Japon, puis je pensais qu'il y aurait aussi pas mal d'Européens, pas seulement. Donc là, ce qui m'a beaucoup influencé, j'étais très influencé personnellement par la pensée d'Edgar Morin. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, en fait j'ai commencé mes études de philosophie et de sociologie, et j'ai lu une bonne partie de son œuvre. J'ai eu la chance de le rencontrer tout de suite, et d'avoir justement un échange extrêmement chaleureux. Et ça m'a vraiment très influencé. Et notamment ce qui dans sa vision et sa présentation de notre histoire récente du XXe siècle, c'était ce paradoxe que dans le XXe siècle, a vu des découvertes scientifiques extraordinaires, depuis la physique quantique, la découverte de l'ADN, etc. Et en même temps, une extraordinaire ignorance à la complexité, à la totalité, et une extraordinaire destruction. Donc le philosophe Michel Henry, également, dans son livre La barbarie, dont on aurait pu parler beaucoup dans cette table ronde sur la crise globale, décrivait lui aussi ce même paradoxe. Il expliquait qu'en fait on a à la fois un accroissement exponentiel de toutes les connaissances et en même temps une destruction de la nature. Donc là, ça rejoint ce que disait Denis Rinpoche sur en fait l'hypertrophie mentale et l'hyperspécialisation. Donc là, il y a un paradoxe énorme pour un jeune homme dans les années fin des années 90 de voir en fait toute cette histoire du XXe siècle, toutes ces découvertes dont depuis l'enfance on est émerveillé. On voit, si on lit Science et Vie Junior, etc. Et en même temps, on entend parler que de Hiroshima, que de la destruction des Indiens d'Amérique, etc. Donc c'est ce paradoxe qui m'a beaucoup questionné, c'est comme un koan zen, et en fait, la raison que nous donne ici Edgar Morin, pourquoi? Parce que les principes majeurs de l'apprentissage pertinent, eh bien, sont mal compris. C'est la fragmentation, la compartimentalisation de la connaissance qui nous tient à l'écart de pouvoir comprendre ce qui est tissé ensemble, c'est-à-dire ce qui est interdépendant. Donc là, il y a une grosse réflexion sur comment éduquer à la complexité. Alors, quand j'ai fait mes études, en fait, d'études bouddhiques, de philosophie bouddhique au Japon, j'étais aussi très
impressionné, inspiré par notre président, enfin notre ancien président, qui est dans cet article paru dans le journal de l'université, présenté l'idée qu'il y avait, en fait, présenté le même paradoxe. À la fois accroissement des connaissances et en même temps destruction, non seulement en fait, de la nature, mais même des cultures. Parce qu'on pense beaucoup à la biodiversité, mais on pourrait parler de bioculturalité, de diversité culturelle, et nous sommes maintenant dans une uniformisation. Mais c'est le rouleau compresseur. Et je le dis avec d'autant plus d'émotion qu'en vivant au Japon, je suis allé au Japon parce que justement je m'intéressais aux cultures bouddhiques, aux arts traditionnels, à la préservation de plein de métiers, en fait, de plein de façons. Et des fois, l'autre jour, je parlais à un ami et j'ai fait un lapsus en disant « depuis que je vis aux États-Unis ». Mais oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est ça l'impression. C'est-à-dire, donc moi, je n'ai rien contre les États-Unis a priori, mais simplement, c'est quand même pas les États-Unis à la base. Mais en fait, sur plein d'aspects, les petits Japonais jouent au baseball, tout le monde a des t-shirts New York, Los Angeles, et même à la télévision. Donc, bon, c'est pas pour rien, je ne vais pas rentrer dans la politique de l'Amérique en Asie, très complexe, et on sait que le Japon, en tout cas certaines de ces îles, sont des bases avancées, mais c'est vraiment un rouleau compresseur. On le voit vraiment, et on pourrait même dire la même chose par rapport à notre propre histoire française. On a été, à plein d'égard, uniformisés. Alors, ce qui est frappant par rapport à un président comme ça d'université de ce calibre, parce que c'est un astrophysicien, donc c'est assez rare, c'est qu'il nous transmet vraiment une awareness, donc une conscience des problèmes globaux et de la menace d'autodestruction. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous avons besoin non seulement de sciences et de technologies, mais aussi de la sagesse des sciences humaines et des sciences sociales, ce qui est encore une fois très rare pour un scientifique pur et dur. Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, notre tendance, finalement, à vouloir toujours résoudre les problèmes par la science et la technologie, en fait, ça ne fait que les poursuivre. La technologie, finalement, a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. C'est ce que disait d'ailleurs Edgar Morin dans une autre de ses citations. Le développement, finalement, a créé plus de problèmes qu'il en a résolu. Donc, il faut déjà le voir. Et donc, c'est pas seulement, quand on pense à la crise globale, c'est pas seulement, finalement, régler des problèmes de détail, mais c'est vraiment repenser à nos choix de civilisation. Donc là, il nous dit, nous sommes à la jointure du développement humain et nous devons partager la sagesse, il emploie ce mot sagesse, accumulée par toutes les civilisations humaines. Et donc, non seulement pour coexister pacifiquement, mais même pour survivre. Voilà. Et ça, c'est un des thèmes très importants de l'œuvre d'Edgar Morin. Nous sommes face à la menace d'une autodestruction. Et même... je me souviens quand j'étais encore au collège, j'avais lu un livre, je crois que c'était d'Albert Jacquard, qui s'appelait 5 milliards d'hommes dans un vaisseau, on n'était encore que 5 milliards, et il y avait à un moment donné un petit carré dans une page, à peu près de cette taille-là, qui représentait proportionnellement le nombre d'armes nucléaires suffisant pour détruire la planète. Et ensuite, Albert Jacquard avait 4, 5 ou 6 pages pleines. Donc d'un petit carré, on passait à 4 ou 5, 6 pages proportionnellement. Donc ça, c'est quand même très très frappant. Donc jusqu'ici, on a échappé. C'est vraiment un miracle qu'on a échappé à ça, avec tout l'arsenal qu'on a. Et donc voilà, ce qu'il nous dit, c'est créer un nouveau corps de connaissances. Donc quelque part, c'est aussi ça, la sagesse dont je veux parler, c'est ce nouveau corps de connaissances. Qui va non seulement... Et là, donc, dans ce petit papier, il parle des causes profondes des problèmes globaux, et il le décrit comme la consommation excessive, et la production aussi excessive. Donc et qu'il décrit comme une forme d'avidité. Et donc il se dit, il est nécessaire maintenant de revenir aux valeurs traditionnelles japonaises. Donc ces mots, ce sont des mots japonais, motanai, mito monai et kataji kenai, qui désignent en fait, si on les traduit un peu de façon plus les interpréter, prudence, respect de soi-même et gratitude. Ce qui signifie de ne pas être tout le temps dans cette avidité. Et là, on le voit bien, le Japon, en tout cas ces professeurs-là, qui sont d'une génération assez déjà âgée, Matsumoto Hiroshi a plus de 70 ans, je pense, maintenant, reviennent à ces valeurs-là. Mais il faut bien voir que évidemment, le leadership, finalement, industriel, politique, économique, même du Japon, comme de tous nos pays occidentalisés ou industrialisés, on va dire, c'est pas ces valeurs-là qui les animent. Bien clair. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hiroshi Matsumoto? Eh bien, il a créé cette Graduate School. Donc, Graduate School, c'est un institut d'études avancées niveau master et doctorat,
d'études avancées donc, en survivabilité humaine. Donc c'est de voir comment l'homme, l'humanité peut survivre. Donc ça veut dire que l'heure est grave, parce que pour qu'on puisse parler, on sait tous que nous sommes dans un déni, le déni est majeur, donc moi j'ai été recruté il y a un an à peu près dans cette nouvelle faculté, ça fait plusieurs années que je travaille à l'université de Kyoto, mais ça m'intéressait d'y amener justement l'histoire des idées et la philosophie sous-jacente, un peu questionner, en tout cas, quelles sont les valeurs qui animent nos sociétés et nos propres vies individuelles. Alors, mais ça fait rire parce qu'en fait, survivabilité, ah oui, vous faites Koh-Lanta, en fait, c'est du survivalisme. Donc j'essaie de ne pas trop me démonter, en fait, en disant simplement que c'est bien de parler de développement durable, mais simplement il n'est pas durable. Ou du moins pas dans les termes dans lesquels il est généralement compris. Donc là, il faut aussi, Edgar Morin le dit très bien dans les 7... donc je suis très content vraiment de cette rencontre, parce qu'en fait, j'ai amené aussi les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur dans cette faculté. Et donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous faut une vision beaucoup plus complexifiée du développement. Ça ne peut pas être seulement scientifique et technologique, il y a aussi cette dimension morale, humaine, personnelle, on pourrait dire même spirituelle. Alors voilà, dans cette... il y avait une bouteille d'eau qui est maintenant... Donc voilà, dans cet institut, les étudiants ont une discipline majeure qui peut être en médecine, en informatique, en ingénierie, en philosophie ou sciences humaines, donc ça c'est mon domaine, en linguistique, en économie, en droit et politique, et également en art, parce qu'ils sont également formés, au moins de façon, on va dire, amateur, sinon professionnelle, aux arts traditionnels. Mais peut-être qu'on aura des étudiants dans les années prochaines qui se consacreront totalement à la préservation des arts, comme la cérémonie du thé, l'arrangement floral, la calligraphie. Donc voilà un petit peu, là je vous ai mis un peu pour vous donner l'environnement de Kyoto, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on se trouve quand même dans une ville qui est l'ancienne capitale du Japon, 2000 temples en comptant les temples bouddhiques et les sanctuaires shinto. Donc là j'ai mis, c'est un de mes endroits préférés, c'est l'ancienne villa impériale de Shugakuin. Shugakuin, ça veut dire le parachèvement de l'étude. En fait. Donc en fait c'est la contemplation, évidemment, et c'est de ça dont je vais vous parler. En fait. Le parachèvement de l'étude, c'est la contemplation. Et c'est une villa en fait dont on ne paye pas pour y aller, il faut simplement réserver parce qu'en fait ça appartient à la famille impériale. Et c'était donc la villa d'un ancien empereur retiré, parce que c'était en fait la carrière entre guillemets des empereurs. Ils exerçaient le pouvoir à un certain moment et après se retiraient pour se consacrer à la contemplation. Donc ce que je veux partager ici, c'est de voir qu'au cœur des civilisations qui avaient un modèle harmonieux, il y a la contemplation et finalement cette quête de la sagesse. Donc cette quête de la sagesse a été au cœur de nos civilisations occidentales, orientales, et même avant même la distinction de ces... Et c'est de ça dont je vais vous parler, en fait, surtout du carrefour des civilisations. Eh bien ici, on a une image qui reste encore à Kyoto, au milieu de toutes ces grandes transformations, en fait, finalement, de la terre pure. Parce qu'en fait, c'est une image, en réalité, de la terre pure, de Jodo en japonais. La terre du Bouddha Amida. Qui est en fait pas seulement un lieu, mais tout simplement un changement de vision. Et j'étais très intéressé par ce que disait Jeanne, le réalisateur, Marc de la Ménardière. C'est notre vision des choses qui crée cette crise. Et effectivement, voilà, cette terre pure, c'est d'abord une vision pure. C'est quelque chose de très important, comme ceux qui connaissent un peu le bouddhisme tibétain savent déjà. Alors, on a un programme en 5 ans, je vais aller très, très rapidement là-dessus, mais ce qui m'a intéressé dans ce programme, c'est pour ça que j'ai eu envie d'y contribuer du point de vue de la philosophie et des sciences humaines, c'est qu'il est structuré, c'est un programme où on essaie de relier les connaissances, pour parler comme Edgar Morin, mais il s'agit pour véritablement avoir un corps de connaissances intégré, eh bien il faut pouvoir s'intégrer soi-même. Donc c'est ce que Edgar Morin appelle la connaissance de la connaissance, et donc c'est le rôle de la transformation du sujet. Donc comprendre l'éducation, même si c'est l'éducation, pas l'enseignement supérieur, aussi comme une méthode de transformation de soi, ou d'accomplissement de soi. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gens-là, essayant de puiser à la sagesse traditionnelle japonaise, ou à la pensée traditionnelle japonaise, ont choisi d'en parler comme à travers la triade. Donc c'est sur 5 ans, donc master plus doctorat. Monde, donc c'est littéralement l'écoute,
Shi, c'est la réflexion, et Shu, en fait, c'est la pratique. Donc c'est conçu dans ce mode académique comme étant la succession d'abord dans une première année où on reçoit beaucoup d'un enseignement de différents professeurs et interdisciplinaire. Donc moi j'ai des étudiants qui sont vraiment dans je leur enseigne un cours de philosophie transculturelle et un cours de préservation culturelle. Donc tout ça, moi, par rapport à mon expérience plus du monde tibétain et himalayen. Et de tout ce que j'ai pu faire aussi ici avec le Sangha. Et ensuite, à partir de la deuxième année, les étudiants commencent à faire leurs propres recherches, à écrire. Donc c'est au niveau de la réflexion personnelle. Et enfin, au bout de la quatrième et cinquième année, eh bien, c'est la pratique. Donc c'est particulièrement, c'est surtout la quatrième année, c'est l'internship. Donc ils ne font pas simplement un doctorat en l'air en donnant plein de bonnes idées. Non, ils font du terrain. Et notamment, en fait, pas seulement à la fin, parce que dès la deuxième année, ils sont envoyés pendant un mois au Bangladesh pour aider à travers le réseau d'entraide des NGO, donc des NGO japonaises, pour aider vraiment au développement local et à la communication, à la coopération internationale. Donc tout ça est très important, mais ce dont maintenant je vais vous parler, c'est qu'en fait, ce monde Shishu, eh bien, à l'origine, c'est bouddhiste. Et ça désigne en fait les trois étapes du développement de la sagesse. Donc si je le dis de façon sino-japonaise, Mon E, la sagesse qui naît de l'écoute, Shi E, la sagesse qui naît de la réflexion, et Shu E, la sagesse qui naît de la pratique. Et évidemment, dans le bouddhisme, il s'agit de la pratique de la méditation, des exercices spirituels, de la contemplation. Donc c'est de ce modèle dont je vais vous parler, en fait, parce que il permet non seulement de comprendre comment la transformation du sujet se fait, comment on peut comprendre comment se développe la sagesse, comment on peut comparer cela à la pensée occidentale, et enfin, comment cette clé traditionnelle peut nous permettre d'approfondir notre compréhension et contextualisation, sans que ce soit nécessairement culturellement trop marqué, mais en tout cas du point de vue philosophique, des pratiques, on va dire, de type mindfulness, ou de transformation liées à l'attention, à la pleine présence, à l'ouverture et à la compassion. Donc pour vous donner juste un petit aperçu, donc au Shishukan, donc c'est parce que cette graduate school s'appelle aussi le Shishukan, le lieu où on étudie, où on pratique, et bien en tout cas du point de vue des arts et de la méditation, le plus proche, et bien c'est la pratique du thé, de la calligraphie et des fleurs, donc ikebana. Donc c'est Chado, Shodo et Kado. Toutes sont des do, c'est-à-dire des voix. Et ça, c'est un mot extrêmement important. Et on voit que même ce monde Shishu, c'est aussi une voie de transformation personnelle. Donc je suis extrêmement content qu'on puisse communiquer toutes ces disciplines à des gens qui sont censés, parce que c'est ça le but de nos étudiants, c'est censé travailler dans des organisations internationales. Que ce soit comme l'UNESCO, le CDE pour certains, ou d'autres plus au niveau NGO, plus au niveau local. On a des étudiants qui ont déjà créé en fait, des entreprises, donc on a des gens qui reviennent du monde de l'entreprise vers l'université, avec déjà des expériences extrêmement intéressantes. Par exemple, comment aider, vous savez qu'il y a un phénomène japonais assez connu, du retrait social. Parce que la société japonaise est tellement une telle pression qu'à certains moments, certaines personnes n'y arrivent pas et se retirent. Donc ils restent chez eux, ou ils sortent en fait de la société. Et c'est une très grosse population au Japon. Donc c'est un enfermement sur soi. Donc ça peut être, je ne vais pas vous en faire une analyse psychologique, mais en tout cas, voilà, on a des étudiants comme ça qui travaillent vraiment dans une approche très concrète et très généreuse et de compassion. Mais c'est quelque chose de très précieux à maintenir, et la joie qu'il y avait au début de l'atelier, enfin de la plénière aujourd'hui, m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est ça que j'aimerais communiquer. C'est pas toujours possible, parce qu'on est quand même, quand on fait les choses à ce niveau-là, hélas, dans un monde de technocrates. C'est vraiment, là, je l'ai vraiment senti, attention à ne pas devenir un technocrate. Quand je cette joie débonnaire de nos amis, je me disais, un peu plus sympa. Alors, je vais vous parler maintenant de ce qui m'a paru extrêmement important. Donc, on fait donc, ces pratiques en fait, d'art traditionnel, et moi j'essaie en ce moment de développer. Donc, j'ai fait déjà ce cours sur philosophie transculturelle, et pour amener justement un programme de méditation. Donc, je suis en train de le développer avec des collègues en éducation, en psychologie
et avec des relations avec des monastères zen aussi. Et j'aimerais essayer de garder une dominante plus bouddhique, en fait, je connais au Japon, mais c'est vrai que en essayant d'aller au cœur des choses. Donc pour essayer d'aller au cœur des choses sans que ce soit, on va dire, des problèmes de grenouilles de bénitier ou des problèmes de querelles de chapelle, qui est le problème, on va dire, de la foi aveugle, si on le dit simplement, m'apparaît extrêmement important et qui soit aussi global, c'est-à-dire qu'il puisse se communiquer largement. Donc aller au cœur des choses. Donc pour résoudre cette crise globale, ce que j'essaie de transmettre, de partager, c'est essayer d'aller au cœur de nos différentes cultures, au carrefour des différentes cultures. Et donc la nécessité d'une philosophie, world philosophy en anglais, mais je préfère le mot cross-cultural philosophy, qui n'a pas d'exact équivalent en français, donc je dirais simplement la philosophie à la croisée des cultures. Et là, il y a bien au cœur de toutes ces philosophies d'Orient ou d'Occident, il y a la quête de la sagesse. Donc en Orient, dans ces l'idéogramme pour Orient, il y a, selon plusieurs écritures, comme le Lankavatara Sutra ou le Mahavajracana Sutra, cette notion que la sagesse, c'est connaître son esprit, son propre esprit, tel qu'il est. Parfois on trouve aussi connaître les choses telles qu'elles sont. Et évidemment, en Occident, avec le grec gnotisséoton, on a cette idée de connais-toi toi-même. C'est ça qui me paraît être au cœur de nos civilisations, et c'est ce que je pense transmettre ici Denis Rinpoche avec l'Open Mindfulness Compassion Training. Donc commençons par l'Orient. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu plus précisément de cette triade de l'écoute, de la réflexion et de la contemplation, qui est en réalité au cœur de la tradition tibétaine également. Personnellement, j'ai fait ma thèse sur un auteur proto-ribé, on va dire, qui avant ce grand mouvement d'ouverture œcuménique, centré sur l'expérience spirituelle. Et en fait, son enseignement, qui a été repris par les maîtres du mouvement rimé, est justement un traité qui s'appelle l'ambroisie, donc c'est-à-dire le nectar d'immortalité, de l'étude de la méditation, de l'étude de la réflexion et de la méditation. Donc, on parle de survivabilité, ben voilà un exemple. Donc, cette quête de la sagesse, c'est vraiment ce qui peut nous rendre, dans un certain sens, nous donner à la fois longue vie et immortalité. Alors, la quête de la sagesse en Orient, le modèle, donc quand je le dis en japonais, Monshishu, ou le développement de la sagesse en 3 étapes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que ce qu'on traduit souvent par étude, parce que ça peut être les textes, ça peut être différentes choses, en fait, originellement, c'est vraiment l'écoute. Donc, on voit que ce dont il s'agit, il y a aussi une dimension interpersonnelle, et c'est vraiment l'enseignement oral, c'est vraiment l'enseignement du maître. Je parle dans le contexte du bouddhisme, d'abord. Et ensuite, il y a la réflexion personnelle. Alors, et ça, c'est important, parce qu'il s'agit ici, donc je faisais un terrain au Népal pendant le temps volontaire, j'ai interviewé plusieurs Khenpo, donc j'étais justement à Shedrupling, au monastère de Shukhinyama Rinpoche, Shedrupling qui est le lieu de l'étude et de la pratique. Donc j'ai demandé au Khenpo principal, qui est à peu près mon âge, qui est absolument extrêmement gentil et éclairant, il me disait que justement cette notion intermédiaire de la réflexion personnelle est souvent oubliée, mais c'est ça qui permet véritablement d'intégrer les enseignements. Donc il ne faut pas sauter forcément tout de suite dans la méditation, et en fait, je vais insister plusieurs fois là-dessus, c'est ça qui fait le succès d'une méthode comme Open Mindfulness Compassion, c'est qu'il y a aussi une part de réflexion, une part de discussion. Donc c'est un élément en fait très important de l'entraînement. Et après, évidemment, il y a la pratique, dont on va parler, qui peut avoir effectivement de différents niveaux. Et ce que je veux aussi élucider, c'est le fait que bhavana, en fait, en sanskrit, c'est un mot qui partage une origine avec l'idée de l'agriculture, en fait. Donc c'est vraiment cultiver. Et donc on emploie souvent ce mot de fait de cultiver, en anglais cultivation, et on peut dire aussi se familiariser. Donc c'est la pratique, c'est la méditation ou la contemplation dans un certain sens. Il y a véritablement cette dimension d'entraînement. Et en fait, ce shu, il est constant dans toutes les voies dont je vous parlais, toutes les voies traditionnelles japonaises. Les fleurs, le thé, et la calligraphie, enfin, il y a plein d'autres arts évidemment. Mais on appelle ça shugyo, en fait, c'est la pratique, l'entraînement.
Alors, juste pour vous donner une idée, en fait, ce concept de Monchichu, il apparaît 771 fois, on ne voit pas, il a noté 771 fois dans le canon bouddhique chinois. C'est vous dire si c'est extrêmement central. Donc là, on a un thème au centre du dharma du Bouddha. Les origines de ce concept même remontent à l'Inde. En fait, on en trouve dans cette fameuse Briha Dharana Upanishad, qui est en fait contemporaine du Bouddha Shakyamuni, et où on y lit que l'enseignement doit être écouté, considéré et contemplé. Donc on voit ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'importance de la transmission orale, parce que c'est vraiment du maître-disciple, et un processus finalement de transformation. Et ces trois étapes, en fait, décrivent le processus de transformation. Et en réalité, ce modèle est d'une importance capitale parce qu'il décrit même l'intention du Bouddha. Dans différents... en fait, on trouve les trois sagesses, si vous voulez, ou les trois étapes de la sagesse, dans les sutras les plus anciens en pali, qui font leur mention, on appelle panya en pali, donc différents suttas. Et en particulier, dans le dénommé Sangarava Sutta, le Bouddha historique Shakyamuni distingue trois types d'enseignants ou de personnes saintes. Il distingue les traditionalistes, les rationalistes et les expérimentalistes. Donc les traditionalistes, eh bien, c'est ceux qui suivent le Veda, c'est-à-dire ce qui a été écouté, c'est là, donc on dit shruti en sanskrit, c'est ce qui a été écouté. Donc les traditionalistes, c'est ceux qui vraiment suivent ce qui a été entendu, qui ont foi dans ce qui a été entendu. Les rationalistes, ce sont ceux qui créent de nouveaux systèmes, justement pour que l'exégèse des Védas, etc., donc tout un ensemble d'écoles qu'on appelle les Siddhanta dans le monde indien, et les Darshanas. Et enfin, les expérimentalistes, ceux qui, en fait, pratiquent le yoga. Et le yoga est ici synonyme de ce troisième terme, de shu, de cultiver, de contempler, de se familiariser. Donc en fait, le Bouddha lui-même se considère dans cette catégorie. Donc c'est très intéressant, mais il faut bien voir qu'il y a une progression qu'on retrouve parfaitement, déjà la trame en fait, de ces trois sagesses, l'écoute, la réflexion personnelle et la pratique, la contemplation. Et on voit qu'ici, en fait, évidemment, il se considère comme enseignant la voie la plus complète. C'est-à-dire qu'il mène justement à l'expérience de ce dont il s'agit. Parce qu'en fait, les traditionnistes ne font que... En fait, on parle de la libération, évidemment, dans la pensée indienne, c'est très important. Ils ne font qu'en parler, en répéter, et eux ne font qu'en penser ou en raisonner. Eh bien, ce que propose le Bouddha, c'est d'en faire l'expérience concrète. Alors, dans la tradition du Mahayana, ce sera surtout... notamment chez Asanga et Vasubandhu. Donc ça, ce sont des vieilles statues japonaises qu'on trouve à Nara, parce que le Japon était vraiment le dépositaire de toutes ces traditions mahayaniques. Donc là, Denis Rinpoche parlait du Yogacara l'autre jour, l'école du pratiquant du yoga. Eh bien, c'est cette école dont il s'agit ici. Eh bien, Vasubandhu, dans son... Justement, je pense que c'est dans l'Abhidharma Kosha, nous décrit en fait que le moine, ou donc le religieux, ou le pratiquant, sur la base de l'éthique et de la discipline, donc très important évidemment, écoute les enseignements du Bouddha, réfléchit sur leur sens et ensuite développe la sagesse spéciale de la pratique de l'absorption contemplative, le samadhi. Et il définit ainsi les trois niveaux de sagesse selon trois niveaux de certitude. Donc, il s'agit d'acquérir une connaissance certaine. D'abord, la certitude basée sur le fait que les écritures ou les enseignants sont sûrs. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la pensée indienne. Donc même si on n'en a pas l'expérience, bon, on fait confiance parce que c'est quelqu'un digne de foi. Ça, c'est un concept très important. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'examiner à travers notre propre examen rationnel. Et ça, c'est la certitude basée donc, sur la raison. Et enfin, la certitude basée sur l'expérience contemplative. Alors, là c'est en anglais, mais il y a une très belle citation du Karmapa Rangjung Dorje qui est récitée ici dans les fameux souhaits du Mahamudra, donc j'en refais une traduction française très rapide. L'étude des écritures et le raisonnement nous délivre de l'abîme de l'ignorance. Réfléchir sur les instructions orales du maître permet de vaincre
l'obscurité des doutes. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est la réflexion qui permet de dissiper les doutes. Donc si on saute dans la méditation, particulièrement les méditations les plus profondes, eh bien, le plus gros obstacle, surtout quand on se retrouve à Darjeeling tout seul, parce qu'ici on peut encore, quand on peut encore discuter dans la salle des doutes, on ne le sent pas trop, mais quand on est tout seul avec son coussin devant dans le cas, eh bien, là les doutes émergent. Donc le domaine, ou en tout cas la dimension, l'étape de la réflexion personnelle, et du dialogue avec le maître. Évidemment, la réflexion, c'est aussi l'étape du dialogue. Permet de dissiper les doutes. Et enfin, la lumière projetée par la contemplation illumine complètement notre nature véritable et puisse la luminosité de ces trois sagesses s'intensifier. Voilà le souhait qu'on peut faire ici. Alors maintenant, pourquoi ces trois sagesses ou étapes du développement de la sagesse sont-elles une transformation de soi? Et en fait, c'est véritablement comme une forme de digestion ou d'assimilation de la connaissance. D'abord, c'est simplement écouter, mais cette sagesse de l'écoute, de ce qui est reçu, est transformée par la réflexion. Mais le problème, c'est que cette réflexion, déjà le Kenpo de chez Dropling me le disait très bien, le problème, c'est que cette première sagesse est transformée dans la première, une fois qu'on a écouté, qu'on a appris, on réfléchit avec ce qu'on a appris, mais cette sagesse est encore très instable. Donc là, il y a le livre, là, le Vajra qui représente cette acuité de l'intellect, mais elle est encore très instable tant qu'elle n'a pas été stabilisée par, ou qu'elle n'a pas été complètement aboutie par la pratique de la contemplation. Et la raison dont je vous pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, parce que la réflexion personnelle se situe en fait toujours au niveau des concepts, qui sont très importants, mais ça n'atteint pas en tant que tel notre subconscient, et notamment ce fameux niveau, deux niveaux du subconscient, qui est notre égocentrisme, la conscience souillée, et surtout l'alaya vijnana, donc vraiment le subconscient bouddhique, où sont déposées toutes nos tendances, en fait, nos parchakas tibétains, toutes nos vasanas, qui sont nos habitudes, en fait. Donc même si on peut réfléchir au niveau des concepts sur le bien fondé de ne pas s'énerver, ou que tout est relatif, et que c'est pas grave si notre iPhone 5 ou 6 est cassé, mais c'est pas grave, en fait, les bakchak, eux, ils sont encore là, et on va encore développer ces mêmes attitudes. Donc il y a la nécessité d'amener cette compréhension juste à ce niveau donc d'une intégration, si vous voulez, du subconscient et du conscient. Et là, il faut transcender les concepts. Voilà. Ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé à ce niveau-là. Et évidemment, et même au niveau même de la conscience mentale elle-même, le niveau en fait, des concepts n'est pas... Je parle de la conscience mentale donc, de façon pas péjorative dans ce contexte. Je parle de Yiginamche en tibétain, Mano Vijnana. En fait, le niveau conceptuel n'est pas le plus profond. Il y a un niveau d'image ensuite qui est important, et ensuite plus important au niveau du ressenti. Et ce ressenti, c'est finalement l'intégration des cinq sens. Donc là, il y a vraiment un équilibre extrêmement important, et je pense que c'est pour ça que c'est particulièrement pour nous occidentaux, ou pour toutes les sociétés fortement alphabétisées, c'est-à-dire où l'école a joué un rôle extrêmement important, là, il y a vraiment une dimension très importante à retrouver, ce rôle du ressenti qui est normalement normal, en fait, mais qu'une hyper-alphabétisation a atrophié, et hypertrophié l'autre partie. Donc là, il y a un déséquilibre qui est très important à harmoniser par la pratique, avant d'approfondir complètement le processus de transformation personnelle. Et voilà, donc ces trois niveaux, mais finalement, ce sont les trois dimensions de la prajna paramita, la sagesse transcendante, ou la perfection de la sagesse, donc qui est, vous savez, le cœur du Mahayana, le cœur du grand véhicule, qui est ce à quoi s'en remettent les bodhisattvas, donc ces êtres d'éveil, ces vaillants qui s'engagent vers l'éveil pour le bien de tous les vivants. Eh bien, c'est dans cette expérience. Alors, je fais remarquer qu'elle est présentée sous forme féminine. Et ça, c'est une tendance qui se retrouve en Occident, comme nous allons le voir, et qui est peut-être, évidemment, le féminin sans présupposé ou préjugé, c'est simplement un symbole de la réceptivité, la capacité d'être réceptif. Hier, donc, dans la présentation qui a d'ailleurs été donnée ici par Elena Antonova, il y avait cette idée de distinction entre l'attention sélective, qui est généralement celle dont nous avons besoin dans l'action, au travail, dans la vie,
mais finalement aussi de cette découverte, de cette attention réceptive qui est simplement d'accueil, d'ouverture à ce qui est. Donc ici, ce symbole du féminin est extrêmement important, extrêmement profond. Et maintenant, nous arrivons en Occident et nous retrouvons la même idée, celle de Sophia, de sagesse, qui est ici représentée, donc c'est une statue à Éphèse, en Turquie, qui est représentée comme une déesse. Donc voilà, vous voyez, au cœur de nos traditions d'Orient et d'Occident, il y a cette même idée de sagesse. Alors ce que je veux aussi dire ici, c'est que, évidemment, la philosophie, je discutais tout à l'heure de l'amour, de la sagesse, eh bien c'est la définition même de la philosophie. À l'origine, c'est l'amour de la sagesse. Donc ici, je voudrais vraiment vous inviter bon, les livres sont en anglais ici, mais je vais vous donner une traduction en français. Très très important pour toute personne qui en fait s'intéresse au bouddhisme, veut pratiquer le bouddhisme, mais en même temps veut aussi l'intégrer de façon authentique, c'est-à-dire en étant soi-même. En étant soi-même, ça veut dire, par exemple, être français, être européen, mais ça ne n'empêche pas de pratiquer le bouddhisme, au contraire, mais ça donne ici, finalement, une intégration dans notre propre culture. Alors Pierre Hadot était un professeur au Collège de France, donc le plus éminent helléniste français, et il a écrit un livre absolument admirable. Si seulement on m'avait enseigné ça au lycée, la vie aurait été plus simplifiée au début, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Donc c'est un livre vraiment très très important, et dans ce livre, en fait, Pierre Hadot nous décrit bien qu'en fait la philosophie antique, c'est une philosophie vécue. Donc c'est une manière de vivre. Une manière de vivre orientée vers le but suprême, la sagesse. Et la sagesse ici est en fait indissociable du bonheur. En fait, les oppositions ou distinctions entre même la compassion, si vous voulez, vertu, sagesse, bienveillance, tout ça est intégré à ce niveau-là. Et c'est ça le centre finalement de l'idéal de la vie humaine, en fait, ce qui est proposé au centre d'une civilisation. Et je pense que c'est à cela qu'il nous faut retourner. Et je pense que grâce à la présence du bouddhisme en Occident, grâce aux travaux faits dans l'esprit d'appliquer ça sous le label mindfulness, on a maintenant des outils pour repenser notre propre héritage et nous recentrer finalement sur les véritables valeurs. Et donc, ce que décrit Pierre Hadot de façon très intéressante, c'est qu'en fait, en général, ce qu'on enseigne maintenant comme philosophie, c'est simplement le discours philosophique. Tout tourne autour de ça. Mais ce que nous dit aussi Pierre Hadot, dans ce très beau livre, est très bien écrit et accessible, comme savent le faire ces grands professeurs. En fait, pour les anciens, celui qui se contente du discours philosophique, ce n'est pas un philosophe. C'est un sophiste. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le discours philosophique sert à établir une vision du monde qui soit correcte, qui soit juste, qui soit une reconnaissance de la façon dont les choses sont. Bon, dans le bouddhisme, ce sera reconnaître la réalité du karma, la réalité de la précieuse existence humaine, etc. Et ensuite, qui va gouverner, qui va diriger une manière de vivre. Et cette manière de vivre inclut aussi des exercices contemplatifs. Et là, on découvre tout. On redécouvre notre propre histoire occidentale. C'est pas du tout la même. On redécouvre finalement que les Grecs sont beaucoup plus proches des Indiens que nous des Grecs. Et je vous donnerai aussi un autre élément, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais même au niveau de la vision du monde, la vision du samsara, dont tout le monde sait que Pythagore, Platon, Plotin considéraient finalement la transmigration ou la métempsychose. Donc on a même des rapprochements extrêmement forts. Et ce qui est très important, c'est que tout ça s'entretient. Donc là, on retrouve, en fait, donc ce que je veux comparer ici, c'est la sagesse de l'écoute. Finalement, le discours philosophique, c'est le niveau de l'écoute. La vision du monde, eh bien, c'est arriver finalement à y réfléchir et à voir, ensuite, une fois qu'on a reçu l'enseignement de son maître, parce que finalement, un philosophe, dans cette époque-là, c'était comme un gourou. C'était un maître de sagesse. Comme un lama. Et donc ensuite on essaie vraiment de voir le monde et de questionner le monde à travers cet enseignement. Et ensuite évidemment ça dirige notre propre façon de vivre et ensuite des exercices contemplatifs qui mènent, y compris dans la Grèce, qu'on pourrait comprendre comme un esprit très mathématique, très ontologique, ce que l'esprit grec est par rapport à l'Inde, c'est indéniable, mais en même temps c'est très clair chez Platon lui-même
chez Aristote aussi, qu'on a en réalité que finalement, le sommet de l'activité philosophique, en fait, c'est la contemplation pure. Et même pour un philosophe comme Aristote, qui passe quand même pour un philosophe du principe de non-contradiction, donc pas très New Age, on va dire, non, en réalité, le sommet de la vie philosophique, selon Aristote, c'est la contemplation. C'est-à-dire, c'est en contemplant la nature que finalement l'esprit arrive à se contempler lui-même et à découvrir sa propre nature. Donc on a toute cette transformation et cette élévation. Mais évidemment, on le sait tous, certains moments d'extase, comme le dit un très beau livre, après l'extase, la lessive. Donc on ne restera, même si on peut toucher ces moments d'ouverture, on revient sur Terre des fois plus vite qu'on ne le croit. Comme me le disait récemment un ami, faisant parler de ses retraites, il me disait, parfois en fin d'après-midi, j'ai des moments d'ouverture, je me dis mais ça y est, maintenant je ne peux plus quitter ça, je vais rester en permanence. Et puis dès le lendemain matin, quand je me réveille, je n'arrive pas à me lever, c'est l'enfer jusqu'après le déjeuner. Donc voilà, donc c'est important de voir que cette circulation aussi, donc ces trois étapes évidemment de progression, mais aussi le discours nécessaire, le discours philosophique est nécessaire après pour revenir après et analyser certaines expériences. Même si dans l'expérience la plus profonde, il faut complètement dépasser ce discours. Complètement dépasser le discours. Et même la volonté de vouloir savoir comment c'est, etc. Mais une fois, une fois qu'on revient sur Terre, c'est absolument nécessaire. Alors, un autre très très beau livre de Pierre Hadot, très facile à lire, sur Plotin, Plotin ou la simplicité du regard. Très beau livre, et il décrit bien comment la vraie question philosophique pour Plotin, donc le but de Plotin c'est l'extase, c'est vraiment être présent à l'un. Mais pourquoi Plotin philosophe et pourquoi il discours? Parce que la question qu'il se pose c'est comment je pouvais ne pas être conscient de cet état qui en fait existe par lui-même et est toujours là. Mais ce qui est encore plus mystérieux, comment je peux le perdre constamment. Donc c'est ça l'entraînement philosophique pour Plotin, l'entraînement qui est à la fois au niveau du discours et au niveau de la contemplation. Alors avec Plotin, je voudrais aussi vous parler, donc on parlait de la sagesse au carrefour des civilisations. Il faut savoir que Plotin lui-même né à Alexandrie, dans l'Alexandrie romaine en Égypte, a étudié la philosophie grecque et en réalité son désir c'était de partir en Inde et en Perse. Parce qu'à l'époque, croyez-le bien, les Grecs ne croyaient pas qu'ils étaient les seuls à avoir la philosophie, comme Heidegger ou d'autres ont cherché à nous faire comprendre. Donc c'est une idée très intéressante, que il n'y a de philosophie que occidentale, c'est une tautologie, on parlait de philosophie occidentale. Donc c'est une idée intéressante, mais ce n'est pas une idée grecque, c'est une idée d'Heidegger ou d'autres. En réalité, à l'époque, les rapports à l'Inde sont constants, depuis l'expédition d'Alexandre le Grand, et il faut savoir aussi que Pyrrhon accompagne Alexandre dans son voyage et rencontre des gymnosophistes, des yogis, probablement bouddhistes ou brahmaniques. Et Pyrrhon revient, je parle de Plotin, mais je parle d'abord de Pyrrhon, revient et fonde donc l'école des sceptiques, avec cette notion de suspension du jugement, qui est en fait une idée très proche du Madhyamaka, du bouddhisme. Plotin est encore quelque part plus intéressant parce que donc il veut faire cette expédition et aller en Perse et en Inde rencontrer les maîtres. Il ne peut pas, pour des raisons contingentes, sublunaires. Finalement, il se retrouve à Rome, mais là, il fait un enseignement qui est quand même très différent de ce qu'on pouvait connaître de la philosophie grecque. Mais le plus intéressant, c'est que c'est le néoplatonisme qui devient la base de la mystique juive, de la mystique chrétienne et de la mystique musulmane. Donc en fait, toutes les catégories d'Orient, d'Occident ne sont finalement que des résultats de création de blocs finalement monothéistes, mais au sens dogmatique, et ensuite liés à la colonisation. En fait, ce sont que des carrefours de civilisation. Et au centre, c'est bien vraiment la quête de la sagesse, qui est le pôle où tout s'oriente. C'est le point de vue à partir duquel on parle. C'est la référence ultime. Voilà, donc, à travers la catégorie de la contemplation, de la méditation, il y a la catégorie, la notion d'exercice spirituel qui a existé en fait dans le monde occidental, mais qui n'était transmis qu'oralement. Et Plotin le dit même,
se réfère vraiment bien à certains exercices, mais il dit bien on comprend bien que c'est une tradition qui n'est pas écrite, volontairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sagesse ne peut n'être transmise que d'expérience à expérience, de cœur à cœur, d'homme à homme, d'homme à femme, ou de femme à femme, ou de femme à homme, mais c'est une expérience interpersonnelle. Donc en fait, dire il faut pratiquer de telle façon, ça n'a de sens que dans une relation de personne à personne. Donc c'était le cas aussi en Inde. Mais c'est progressivement qu'en fait, il y a eu des traités de hatha yoga, de méditation, et de plus en plus précis. En fait. Donc l'Occident, lui, n'a pas connu ce chemin, et probablement que ça s'est perdu en route. Mais ça a existé. Et donc il y a aussi Foucault qui avait un concept Le Foucault tardif est très intéressant. Il faut savoir que Hadot a remplacé Foucault, mais parce que Foucault a été le chercher. Et Foucault a trouvé son idée des technologies des techniques de soi, à travers la notion, en fait, les travaux de Pierre Hadot. Donc il y a des différences évidemment énormes entre eux, mais sur le Foucault tardif, c'est cette dimension de la transformation du sujet extrêmement importante. Donc il est temps de conclure. Non, j'ai encore un petit peu de temps. Juste pour vous dire qu'à l'origine, la philosophie occidentale, c'est pas simplement créer un discours, c'est pas seulement faire un système original, unique, dont on est l'inventeur qui expliquerait le monde avec des concepts que personne n'a compris avant nous. Non, un philosophe, en fait, c'est celui qui pratique la philosophie. C'est celui qui est à la recherche de la sagesse. Donc, un des exemples frappants, c'est Marc Aurèle. Je vous recommande évidemment de lire ses pensées, ses méditations. Là, on redécouvre le stoïcisme et le bouddhisme, c'est extrêmement proche. C'est extrêmement proche. Cette méditation sur l'instant, méditation sur la mort, le bonheur comme simplement le simple fait d'exister. Et là, avec Marc Aurèle, on a ces pensées, donc ces réflexions. Vous voyez bien l'importance de la réflexion. Il a reçu l'enseignement de ses maîtres et il essaie de les appliquer. Donc de pratiquer réellement, mais pour ça, il passe par la réflexion. Et pourquoi le discours philosophique est important? Parce que le discours philosophique, ou l'enseignement du maître, c'est ça qui crée une conversion, à un moment donné. Une conversion. Dans la tradition tibétaine, on parle des convertisseurs de mentalité. Et ça passe par les concepts. C'est qu'un béquille, si vous voulez, mais ça nous permet de changer notre... En fait, Pierre Hadot en parle comme simplement déplacer notre attention. C'est une révolution de l'attention. Et je trouvais la communication là, des deux jeunes doctorants de l'Université de Savoie extrêmement intéressante sur l'écologie de l'attention. Sur le fait que notre attention est constamment captée, et généralement par des choses matérielles, par le profit. C'est ça qui est quelque part de diabolique, n'hésitons pas à le dire, dans notre société de consommation, c'est qu'on nous capte constamment notre attention pour nous ramener sur des choses finalement relativement ou complètement mesquines. Donc cette petite mesquinerie, elle est toujours là. En fait, elle est subconsciente selon le bouddhisme, c'est cette septième conscience dans l'école Yogacara. Mais en fait, c'est à travers ce travail de complètement rediriger notre attention, d'apprendre à rediriger notre attention. Donc à nous détacher. Donc ce travail de détachement, c'est un travail de transformation de l'attention. D'où évidemment l'importance extrêmement grande de toute cette science de l'attention, de la mindfulness. Je passe un petit peu. Maintenant, en conclusion, ça 5 minutes, donc ça c'est l'idéogramme pour cœur, ou pour esprit, en Chine et au Japon. Et voilà comment finalement cette compréhension de notre propre esprit va de la mindfulness à la sagesse, de l'attention à la transformation du sujet. Là, je vous encourage à regarder. On avait eu un dialogue très intéressant avec le Dalai Lama à Kyoto il y a 1 an, c'est encore en ligne, et on voit bien que finalement toutes les applications de type mindfulness sont quand même au centre de tous les dialogues avec le Dalai Lama. Donc ce que je voulais juste aussi partager avec vous, de ce que je trouve important, c'est-à-dire que il faut rendre encore hommage à John Kabat-Zinn pour ce qu'il a fait, pour amener la méditation à l'hôpital, et ce qui est intéressant aussi dans son programme et dans ce qui est développé aussi par les autres programmes plus traditionnels, c'est-à-dire qui cherchent quand même à se baser plus sur l'expertise traditionnelle, mais un élément important, c'est que ce n'est pas seulement appliquer des techniques de méditation, c'est aussi une vision du monde et un modèle de psychologie. Une analyse en fait, de notre esprit et surtout de la réaction au stress. Donc vous connaissez peut-être tous, donc ça c'est ce modèle qu'ils ont développé à l'University
Massachusetts. Donc on a ces stresseurs externes qui sont intériorisés, et ensuite on a cette réaction de fight or flight, en fait, qui est de se sauver ou d'agresser. Donc ça c'est presque biologique, et c'est que c'était vraiment, je trouve que c'était très bien analysé, et pour voir comment en fait se crée un cercle vicieux qui peut conduire justement au burn-out, en fait, à l'épuisement. Et là, c'est là que se propose en fait la mindfulness comme capacité de transformer nos propres réactions. Mais ce que je veux aussi vraiment insister, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de technique. On est fasciné en Occident par la technologie, donc on aimerait bien avoir une technique, mais attention à cette fascination-là, parce que finalement ce ne serait pas très différent. On pourrait pratiquer la mindfulness, mais si on n'a pas cette vue de notre propre condition, de nos valeurs, eh bien on va simplement continuer, je pense, à se bercer doucement d'illusions. Notre société ne nous propose constamment que ça, l'évasion, le divertissement, si ce n'est pas les tranquillisants ou encore les paradis artificiels. Donc la mindfulness n'est pas destinée à cela. En fait. Donc il y a bien un questionnement, une réflexion sur les valeurs et une compréhension de notre propre condition. Et c'est là, en fait, où le fait de cultiver notre attention va nous permettre d'avoir une compréhension très fine de nos processus. Et j'aime beaucoup la comparaison d'Alan Wallace, qui dit, en fait, la shamatha, pour ceux qui connaissent, donc le calme mental, c'est comme préparer le télescope. C'est régler notre propre capacité d'observation. Et ensuite, on regarde ce qui se passe. Et ça, c'est la sagesse. Vous voyez, donc l'importance de la psychologie de la mindfulness. Donc, voir bien qu'il y a ces deux éléments et d'observation, donc c'est traduit en anglais par mindfulness and awareness, mais il y a eu en fait un certain flottement en fait au départ, quand Kabat-Zinn a mis au point ça de façon très pragmatique, il y a un certain flottement en fait dans l'utilisation des concepts, et tous les spécialistes des études bouddhiques lui ont bien dit qu'en fait Smriti, donc la traduction de mindfulness, c'est inséparable de prajna. Et prajna, ça peut être la prajna paramita, donc la sagesse complète ultime, mais ça peut être tout simplement l'observation, l'examen, la réflexion. Et évidemment, c'est en s'approfondissant que ça va pleinement s'épanouir. Et en tibétain, c'est Drenchi. Les deux sont comme un couple, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais je pense, en même temps, ça montre bien, on voit bien dans ce petit, à un moment donné, c'est pas du cafouillage, mais c'est un petit peu ce petit manque de précision à un moment donné dans ce travail-là. La nécessité, je pense, et c'est ça le sens aussi d'un lieu comme ici, c'est de faire sens de l'héritage de sagesse bouddhique. C'est un trésor extraordinaire. Et donc là, il y a tout un, donc moi évidemment c'est mon domaine, donc il y a tout un travail très important d'histoire, de linguistique, d'anthropologie, de philosophie et de traduction qui est très important. Mais en même temps, effectivement, simplement traduire ou répéter, ce n'est pas forcément comprendre. Donc c'est ça où je trouve très intéressant l'échange avec les psychologues ou les neuroscientifiques ou les médecins, parce que du dialogue, en fait, quand même, jaillit la lumière. C'est-à-dire que finalement, en se questionnant mutuellement, on regarde un petit peu mieux sa propre discipline, et c'est ça qui me paraît important, non seulement préserver l'héritage de sagesse bouddhique, le traduire, le transmettre, mais en faire sens. Et c'est ça, je trouve très important ici, le travail de Denis Rinpoche, dans ce Open Mindfulness, Compassion et Training, d'arriver à en comprendre l'essence. Justement, dans cette discussion, donc, qui est ouverte, qui est évolutive avec les autres disciplines occidentales. Et ça permet surtout, en fait, de faire des applications ici, parce que, évidemment, c'est ça. Le bouddhisme, vous savez, comme la philosophie antique, donc ça c'est encore grec, c'est encore un point commun, ne perd jamais de vue que nous sommes soumis à la souffrance et que le but de la philosophie, c'est d'atteindre la sérénité et le bonheur et la sagesse. C'est jamais perdu de vue, chez tous les grands anciens. Donc c'est vraiment le primat de toutes ces disciplines. Donc évidemment, c'est cela l'horizon. J'insisterai encore peut-être juste un dernier point. Je voudrais vous lire juste un petit extrait de Pierre Hadot qui m'a... parce qu'en fait, on critique aussi, vous savez, aux États-Unis, la mindfulness. J'allais envoyer, vous savez qu'il y a un mois, il y a tous les grands enseignants de mindfulness aux États-Unis qui font un truc sur Internet, donc c'est très intéressant. Et je me dis, je vais l'envoyer à mes étudiants, c'est pour un peu pratiquer par eux-mêmes. Et puis quand j'ai vu la façon dont les gens se présentaient sur le site Internet,
C'est vraiment très très américain. On aurait dit des pubs pour L'Oréal. Enfin, en fait, je dis, je ne peux pas leur envoyer ça. Parce que c'est le contraire des valeurs que j'essaie d'approfondir avec eux. Donc, il y a une grosse question en fait, liée à l'éthique, évidemment, dans l'usage en fait, commercial, mercantile de la mindfulness. Je vais vous lire une citation de Pierre Hadot. Donc là, c'est en lien avec la philosophie occidentale, mais c'est parfaitement vrai du point de vue du bouddhisme aussi. Alors, dans la perspective de la philosophie vécue que nous sommes en train d'exposer, donc c'est dans qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot? Prendre conscience de soi, mindfulness, si vous voulez, en d'autres termes, est un acte essentiellement éthique, grâce auquel se transforme la manière d'être, de vivre et de voir les choses. Avoir conscience de soi, c'est donc avoir conscience de l'état moral dans lequel on se trouve. Et ça, c'est aussi, on sait qu'évidemment, il n'y a pas d'absence de jugement à un certain niveau de la pratique, mais en fait, le mot spriti en sanskrit est aussi très important dans l'examen de soi, l'examen moral de soi, donc dans l'éthique. Et là, on revient à la tradition occidentale. C'est ce que la tradition de spiritualité chrétienne, donc la mystique chrétienne, appelle l'examen de conscience. Pratique très répandue dans les écoles philosophiques de l'Antiquité. Cette pratique s'enracine d'abord dans le simple fait que le commencement de la philosophie, dans toutes les écoles, est la prise de conscience de l'état d'aliénation, de dispersion, de malheur dans lequel on se trouve avant de se convertir à la philosophie. Dans un langage moderne, on parlerait du stress. Et voilà, avant de pratiquer la mindfulness, eh bien, on se trouve généralement dans cet état de fragmentation. Voilà, c'était juste un point important lié finalement à la mindfulness à l'éthique par la nature même de la mindfulness. Et finalement, cette observation se développant, eh bien, elle conduit à la percée du voile de l'ignorance même, en fait, qui se joue vraiment au niveau de l'esprit. Et là, c'est le niveau finalement du nevermind, en fait, parce que, dans la tradition de Mahamudra de Dzogchen, c'est au-delà même de l'esprit. La nature de l'esprit est au-delà même de l'esprit, et c'est pour ça que l'on en parle sous la forme de non-méditation, et même dans les textes, même du Mahamudra, des siddhas indiens, on en parle comme de la non-mindfulness. Parce qu'il n'y a plus cet effort, en fait, un peu volontaire. Et ça, c'est le degré le plus ultime. Voilà donc la sagesse nécessaire pour le XXe siècle, en conclusion. Eh bien, c'est à la fois un nouveau corps de connaissances, donc complexe, intégré et intégrant l'introspection, l'auto-examen. Mais c'est aussi le dialogue interculturel avec l'héritage de sagesse. C'est pas seulement toujours croire qu'on va faire de l'innovation scientifique, et notamment bouddhique. Et je pense donc que la vision d'ensemble du développement de la sagesse, dont on a parlé, comme cadre commun au bouddhisme et à la pensée occidentale, à travers la philosophie antique, chrétienne et humaniste, est extrêmement importante pour donner finalement le meilleur cadre aux applications de type mindfulness pour le bien de tous et pour le bien de chacun. Merci de votre attention. On a encore un petit peu de temps. La parole est à vous. Oui. En fait, je voulais savoir si les écoles grecques avaient vocation à être démocratisées et justement de parler d'un rapport interpersonnel avec le maître, donc on imagine des initiés, des sortes d'élus, en quelque sorte. Et est-ce que en enlevant à la méditation son appareillage métaphysique, justement, on ne permet pas une plus grande démocratisation sans la réduire à une technique, mais en tout cas un élargissement de l'accès à cette pratique. Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est ça le grand apport, vous avez entièrement raison. Et oui, en fait, dans certaines écoles sont particulièrement démocratiques. Donc on pense particulièrement aux stoïciens. Et en fait, je trouve que l'école stoïcienne, la façon dont elle apparaît est assez peu connue, est très proche de la façon dont on pourrait apparaître maintenant le mouvement mindfulness. Parce qu'en fait, ça arrive dans des carrefours de civilisation où il y a tellement de cultures, il y a tellement de mythes et de religions différentes qu'au bout d'un moment, ces personnes-là ne choisissent plus de se centrer sur tel ou tel mythe ou telle religion. Ils continuent de rendre des cultes en fait, aux divinités locales, là où ils sont. Et en fait, ce sont des gens, ce qu'on appelle les citoyens du monde. C'est pas seulement le PDG de Nissan qui a trouvé ça. Les citoyens du monde, c'est le cosmopolitisme grec. Et ouvert à tous, et y compris aux esclaves. On n'est pas quand même dans une société, la société antique est extrêmement dure.
quand il nous parle de l'état de souffrance, et la question majeure pour les philosophes, c'est comment le sage est libre de la souffrance et se retrouve jeté au lion. Donc c'est des questions comme ça, parce que la réalité sociale est extrêmement dure, donc il y a toute cette notion-là. Mais donc même les esclaves, vous savez que Épictète était esclave, et enseignait à tous. Donc il y avait des écoles très démocratiques, très ouvertes, et qui essaient une forme même presque de missionnariat, mais pas au sens dogmatique, mais vraiment de transmettre l'enseignement de sagesse au plus grand. Oui. Justement, est-ce qu'on a une idée de la pratique des présocratiques et des... Parce que on sait, par exemple, Héraclite, on se verra jamais 2 fois dans la vie de Oui. Mais on connaît assez peu de choses de leur praxis. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça pourrait ressembler à la méditation on a très peu d'éléments, donc je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas helléniste, vraiment suffisamment solide pour vous répondre, mais d'après ce que je lis de Pierre Hadot, je crois Jean-Marie Pierre Hadot, il y a une partie sur le chamanisme apollinien. Donc, tout le culte d'Apollon et toutes des formes de chamanisme, de transe, d'extase, et même des techniques de respiration. Donc on a quelques éléments, mais c'est des bribes, on a des bribes vraiment de techniques de respiration. Et puis on a le fameux mystère d'Éleusis, sur le fait de l'initiation, probablement en utilisant certaines substances, mais dans un cadre très rituel. Et tous les grands philosophes étaient passés par les mystères. Plotin fait des petites allusions de temps en temps, Marc Aurèle s'est fait, un stoïcien, vous voyez, donc s'est fait initier à tous les mystères dans toute l'Antiquité, en fait. Donc, mais alors le problème des mystères, c'est qu'ils étaient tellement mystérieux, ils ont vraiment gardé le secret. Mais très bien, ils ont été très... Donc quand, en fait, avec l'arrivée du christianisme, tout ça a été... Le dernier roman de Eliade Abécassi parle des mystères d'Éleusis, si vous souhaitez en savoir plus. Il s'appelle Le palimpseste d'Archimède. Très bien, merci. Il décrit une séance d'initiation. Ah, d'accord. Autant qu'on puisse le savoir, parce qu'en fait c'est justement ça, c'est que... Autant qu'on puisse le savoir. Voilà. Oui. Je vais peut-être ouvrir par rapport à votre intervention qui est très précise, mais en même temps, de la sagesse. Si vous, à travers votre expérience, si vous deviez rencontrer quelqu'un qui est près du burn-out, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner l'envie de... C'est une très bonne question. Moi, je me suis fait des mini burn-out déjà, donc je sais à peu près ce que c'est, donc travail. Surtout au Japon, c'est très dur. Et donc, ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants, en fait, déjà, qui se destinent quand même à des carrières extrêmement actives, c'est vraiment de regarder ce schéma-là, en fait, de Kabat-Zinn, qui a été extrêmement bien fait. De voir, en fait, comment tout s'enchaîne. Et justement, surtout, le point le plus... donc ça, c'est... En fait, la quête de la sagesse, c'est vraiment... ça questionne notre mode de vie. Comment nous vivons. Et je pense que le succès des pratiques de type mindfulness n'a de sens que dans la transformation de notre mode de vie. La capacité de notre ressenti élargi, approfondi, nous permet de repenser la façon dont nous vivons. Donc ça, c'est vraiment très important. Et un des points intéressants de leur cercle vicieux, puis après comment s'en sortir, ce sont les stratégies mal adaptives, c'est de l'anglais peut-être, des stratégies dysfonctionnelles en français. Par exemple, quand on est un petit peu trop stressé, on peut avoir tendance à boire un petit coup de temps en temps. Bon, l'alcool soulage la tension musculaire, des choses un petit peu comme ça. Mais si ça devient une habitude, et surtout un mode de réaction au stress, ça peut être la distraction, toutes sortes, il y a énormément de choses en fait, mais ça va en fait affaiblir les ressources de l'organisme à un moment donné, et ça va créer en fait un stress supplémentaire. Bon, le tabac est particulièrement bien connu, les gens un petit peu stressés peuvent avoir tendance à fumer, mais le jour où le médecin nous dit vous avez un cancer du poumon, ça crée un gros stress. Donc alors là, donc j'ai un ami actuellement d'ailleurs qui est aussi prof de fac, et dont on lui a déjà annoncé qu'il fumait trop, qu'il fallait qu'il s'arrête, mais en fait c'est très dur. Et ça ne fait que... Donc prendre conscience de ce mécanisme, et de son... Surtout, quelque part, il faut rester avoir un sens de l'humour, de son absurdité, de sa mécanicité, de voir... Et c'est ça, en fait, je trouve que ce mécanisme est relativement proche, c'est un mécanisme de psychologie adapté, appliqué,
mais relativement proche de ce que décrivent les bouddhistes quand ils parlent du samsara, et de la coproduction conditionnée, et du jeu des passions, etc. Et donc voilà, avoir une vision de ce... Mais simplement, l'objectif, généralement, c'est qu'on n'en a pas conscience. On est pris dans la mécanique. Mais tout d'un coup, quand on a un schéma comme ça, on voit, en fait, ce qui nous arrive, et voir... après des modulations, après il y a plein de... Tous les spécialistes de la gestion du stress répondront mieux que moi, mais tout simplement prendre du temps, revoir ses priorités, faire de l'exercice, surveiller son alimentation, bien dormir. Mais le mode de vie est extrêmement important. Moi, en vous écoutant, il y a une question que je me pose depuis longtemps et qui m'est revenue, c'est pourquoi la philosophie, finalement, qui serait une recette pour aller mieux, a si peu de place dans notre société. Ah oui. Pourquoi on en est arrivé là? C'est une grande question. Je commencerai par répondre à la façon bouddhique, c'est peut-être l'heure. Donc, en général, d'abord se sortir de la maison en feu, puis réfléchir un peu après. Mais pour vous répondre, c'est vraiment complexe. D'abord, pourquoi la philosophie occidentale a perdu cet idéal antique? Déjà, c'est une grande question. Donc il y a plusieurs ruptures. Déjà parce qu'elle était aussi... probablement que la partie pratique a été perdue à certains moments. Il y a eu des coupures dans l'Antiquité, des ruptures. Donc si vous voulez, si on en parle comme dans la tradition tibétaine, il y a eu des lignées qui ont été interrompues. Donc ça a été reconstruit plusieurs fois. Donc déjà, il y a eu des pertes. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'après que le christianisme s'est servi de la philosophie pour asseoir sa dogmatique, en réalité, sa scolastique, tout au moins, en fait, la philosophie n'était que l'adjuvant de la théologie. Donc elle n'avait plus du tout le rôle c'était la foi qui avait le rôle de transformation, et qui peut être tout à fait viable. Donc ça, c'était une coupure importante. Et puis après, une fois que la foi a été encore coupée, parce que c'est encore, je pense que la foi a aussi même la foi chrétienne, la plus profonde, la plus simple, a un pouvoir de transformation et de guérison très fort. Même quand ça après a été quelque part délaissé par le rationalisme, on est encore éloigné de cela. Donc il y a peut-être plein d'étapes. Et ce que j'essaie ici de promouvoir, c'est que la sagesse vivante du bouddhisme peut nous aider à retrouver cette notion d'aspiration à la sagesse, qui fait un lien, en fait, c'est dans l'intitulé de l'atelier, entre la raison et la foi. Les extrêmes du rationalisme réducteur, comme du fondamentalisme religieux, de la foi aveugle, sont ce qui détruit notre humanité et notre planète. Le rationalisme réducteur, parce qu'il ne tient pas compte de la vie, en fait, il tient compte tout simplement des choses et du profit. Et la foi aveugle, parce qu'en fait, c'est une fixation mentale. Pas transformative, au contraire, ce sont des tendances justement passionnelles qui sont durcies par l'usage des concepts et redurcies et dans le conflit. Donc, ce qui crée du conflit, ce sont ces choses-là. Donc, mais en même temps, parce que c'est un divorce, en fait. Et c'est un divorce à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. C'est la tête et le cœur. La tête et le cœur ne doivent pas être séparés, ils doivent être réunis, transformés. Évidemment, si vous voulez connaître le fond de la pensée, c'est le cœur, au fond, qui prime, évidemment. Tous les sages de toutes les traditions le disent. Mais les deux doivent être réunis. La tête sans le cœur, c'est plus vraiment... on n'atteint pas le cœur profond, si vous voulez. Et puis, le cœur sans la tête, on perd la tête. Une question. Oui. Cette initiative de création de cette à l'université de Kyoto, oui. Après vous, est-ce que c'est une initiative unique à Kyoto ou est-ce que c'est une tendance qui va se propager Alors, j'essaie de dire à mes étudiants que ce sera ce qui est maintenant un peu avant-garde, sera vraiment mainstream, enfin vraiment partout, parce que là, on est à pleine vitesse dans le mur, quoi. Donc, déjà que ça soit à ce niveau-là de décideur, en fait, que ces gens-là ne puissent plus ne pas le voir, c'est déjà très fort, donc je pense que ça va se continuer. Moi, ce qui me questionne aujourd'hui, c'est qu'en fait, encore une fois, quand j'écoutais l'humanité des communications aujourd'hui, je me disais, mais
attention à ne pas être technocratique, parce que c'est ça qui détruit en fait. Donc le monde académique est très fortement coupé du cœur. Donc c'est là aussi que justement ces approches de mindfulness permettent de retrouver finalement ce qu'on peut appeler l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur, c'est la sagesse. En sachant que dans la formation, il y a aussi la gestion de la connaissance avec toutes les disciplines. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Mais c'est aussi le sens ici de cette rencontre, de voir, vous avez vu dans le programme, il y avait d'un côté les 7 savoirs de Pierre Morin, et puis la mindfulness ici proposée par Daniel Gauthier. Donc c'est vraiment ces deux aspects, relier les connaissances, il est prêt à aller au plus profond, la connaissance de la connaissance, c'est-à-dire de comment nous vivons, comment nous pouvons nous transformer. Et d'avoir, ne serait-ce que d'avoir, en fait, dans toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes religions, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on est tous soumis à l'ignorance, à la souffrance, et la bonne, c'est qu'il est possible de s'en sortir. Et les jeunes qui sortent de cette université, oui. Est-ce qu'ils sont vraiment dans la conscience qu'ils sont des acteurs de la mouvance et de la transformation? Alors, c'est ce que j'essaie de transmettre. Il y en a qui commencent vraiment avec cet état d'esprit. Je voudrais qu'ils arrivent jusqu'au bout avec cet état d'esprit et que ce soit aussi viable économiquement. Parce que c'est là où on est tous piégés au bout d'un moment. C'est qu'on doit agir dans un circuit économique, on doit vivre, on doit survivre. Et en fait, jouer le jeu du marché, parfois, c'est renoncer à des choses trop importantes. Donc ça, je voudrais au moins les encourager et les mettre justement en réseau avec tous les acteurs qui sont ici présents, de voir que c'est possible. Mais voir que c'est possible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas l'objectif de l'université Si, c'est l'objectif de l'université, mais vous savez, alors je suis filmé, alors je comprends un peu ce que je dis. Mais vous savez, on peut arrêter la caméra. À partir de, voilà, on peut arrêter la caméra. À partir du moment, ça restera ici, c'est pas sur internet tout de suite. À partir du moment où on envoie les étudiants dans des grandes organisations internationales, il faut savoir que les grandes organisations internationales, je parle de l'ONU, etc., en général, sont pour le statu quo. Parce que à la tête de grandes multinationales, ils sont pour le statu quo. Hein. Comme disait un film un peu idiot français, mais qui résumait bien le français, OSS 117, à un moment donné, on lui dit c'est un hippie, bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut changer le monde. Et puis le type dit mais il est très bien comme ça, le monde. Voilà, donc ces gens-là pensent comme ça, il est très bien comme ça, le monde. Donc ils vont pas. Donc il faut être vigilant à maintenir cette conscience. Je pense que jeune, cette conscience est très vivante. C'est après qu'on peut tenter d'y renoncer. C'est une tentation, donc il faut en être conscient et voir que la vie, la joie, incroyablement plus belle que toutes ces paillettes, en fait.